Dans cet exercice, le 149, donc un CP majeur de 2017, on va regarder différentes propriétés de convergence dans un espace vectoriel normé, un espace vectoriel de matrice en l'occurrence. Donc on prend A, une matrice de 2. On vous demande dans un premier temps de démontrer que A est diagonalisable. Donc comme il s'agit ici d'une matrice de 2, le plus simple c'est certainement de calculer son polynôme caractéristique, qui se calcule très très bien. Donc on obtient x moins 1 facteur de x plus 1,5. Et donc comme ce polynôme caractéristique est scindé à racine simple, on obtient directement que A est diagonalisable dans M de 2R. Voilà. Ou on peut aussi dire qu'il y a le spectre est composé de moins 1,5 et de 1, donc il y a deux valeurs propres distinctes, donc c'est diagonalisable. Donc, enfin, il y a plusieurs manières de conclure, mais c'est direct. Écrire A sous la forme PD P-1, donc là on vous demande de diagonaliser A, et on vous impose que P est la ligne inférieure ne comportant que des 1. Donc, et la matrice D soit vérifie que alpha est plus grand que bêta. Donc là, on va chercher chacun des espaces propres. Donc on a vu qu'on avait deux valeurs propres. Donc on cherche d'abord E1. On trouve vect de 2, 1. E moins 1,5 de A, on trouve vect de moins 1, 1. Donc pour chercher ces espaces vectoriels, on peut soit le faire à l'œil, soit poser l'équation AX égale X pour celui-ci et AX égale moins 1,5 de X pour celui-là et résoudre l'équation. Et du coup, alors on va pouvoir poser notre matrice P. Alors attention ici, dans la matrice diagonale, on veut que la première valeur de la diagonale soit plus grande que la deuxième, donc on est obligé de mettre le 1 en premier. Et donc dans la matrice P, on va mettre les vecteurs propres correspondants en colonne. Donc ici le vecteur 2, 1 qui correspond à la valeur propre 1. Et ici le vecteur moins 1, 1 qui correspond à la valeur propre moins 1,5. Attention à une chose, imaginons que par exemple là, vous ayez trouvé vect de 1, moins 1. Vous ne pouvez pas écrire 1, moins 1 ici, parce qu'on vous demande d'avoir une deuxième ligne avec que des 1. Et donc pour avoir une deuxième ligne correcte, je vous rappelle qu'un vect ici est invariant par multiplication par un scalaire non nul. Donc si j'avais 1, moins 1, je peux multiplier l'intérieur du vecteur par un moins 1 pour me ramener à un vecteur convenable qui va me permettre d'écrire la matrice P demandée. Donc les propriétés de matrice de changement de base, en tout cas, me permettent d'affirmer ici que A égale PD P-1. Donc ensuite, on vous demande de montrer que la suite ANX0 converge et donner sa limite. Donc on sait, par habitude, mais on peut le redémontrer par récurrence si on veut, que AN c'est P dN P-1 x0, parce que AN c'est égal à P dN P-1, donc ANX0 sera égal à ça. Et calculer la limite de cette quantité-là, c'est assez compliqué. Mais par contre, calculer la limite de d puissance n, c'est relativement simple. Parce que d c'est une matrice carrée, 2, 2, diagonale. Et donc, quand on veut calculer d puissance n, ce sera diag de 1 puissance n moins 1,5, le tout à la puissance n. Et on va pouvoir faire ici de la convergence coordonnée par coordonnée, parce que le 1 puissance n tend vers 1, le 0 qui est à côté tend vers 0, le 0 qui est en bas à gauche tend vers 0, et le moins 1,5 puissance n tend vers 0 aussi. Donc en fait, on voit en convergence coordonnée par coordonnée que la matrice d puissance n tend vers diag de 1, 0. Donc quand on parle de convergence coordonnée-coordonnée, c'est en fait pour la norme infinie, associée à la base canonique de M2 de R ici. Donc du coup, j'ai déjà cette limite-là, et comme mon AN est égal à ça, je vais essayer de voir mon ANX0, je vais essayer de voir mon ANX0 comme un phi de d puissance n, où phi finalement à une matrice M va associer PM P-1 x0. Et ce qui m'arrange énormément ici, c'est que l'application phi qui va apparaître, c'est une application qui est linéaire. Bon, on le voit tout de suite qu'elle est linéaire. Si je remplace M par lambda M plus N, ça va bien marcher. On est en dimension finie. Donc cette application linéaire en dimension finie va être continue sur M2 de R. Et comme elle est continue, eh ben, phi de d puissance n, ça va tendre, quand n tend vers plus infini, vers phi de la limite de d puissance n, c'est-à-dire diag de 1, 0. Et du coup, phi de diag de 1, 0, c'est p diag de 1, 0, p-1 x0. Et donc il ne me reste plus qu'à calculer ce truc-là. Donc on peut calculer p-1, on trouve ceci. Et après, quand on fait notre calcul, on trouve un tiers de 1. Alors l'autre manière de faire les choses éventuellement, mais c'est une manière que je trouve beaucoup moins agréable, consiste à calculer ça, que vaut P dN P-1 x0. Donc pareil, on calcule P-1 et on calcule ce truc-là.
Et une fois qu'on a calculé ce truc-là, on va obtenir ANX0 sous la forme d'un vecteur colonne avec deux coordonnées, et on va faire à la limite coordonnée par coordonnée de ce vecteur colonne. Mais vous remarquez bien que cette méthode-là est beaucoup plus calculatoire que l'autre. Donc une remarque ici, vous voyez que le vecteur ANX0 qu'on trouve, c'est un vecteur qui est un multiple de 2,1, donc il est dans E1 de A. Est-ce que c'est une surprise? La réponse est non. Parce qu'en fait, quand on regarde notre suite, cette suite-là, alors si j'appelle xn égale ANX0, je vais obtenir que xn plus 1, c'est AXN. Et en fait, en passant la limite, xn plus 1 va tendre vers la limite, mon vecteur x que je vais appeler la limite, et AXN, et ben en fait, je peux encore l'écrire sous la forme phi de xn, où phi c'est l'application qui a une matrice colonne associée A fois la matrice colonne, et cette application-là étant continue, parce qu'elle est linéaire en dimension finie, on obtient que AXN, qui est phi de xn, va tendre vers phi de x, c'est-à-dire à x. Et on obtient que finalement le vecteur limite va vérifier la relation x égale à x. Et donc du coup, on n'est pas surpris d'obtenir un élément, une limite x qui appartient à E1 de A. Donc ensuite, on change un petit peu de question. Cette fois-ci, on a E un espace vectoriel de dimension n plus grand que 1. Et on va prendre un endomorphisme U de E dont le polynôme caractéristique est donné. Et il vaut x plus 1,5 fois x moins 1 puissance n moins 1. Et on suppose de plus que le rang de U moins identité est égal à 1. Donc première question, U est-il diagonalisable? Alors comme le polynôme caractéristique est scindé, il suffit de regarder si chaque espace propre est de dimension maximale. Donc la valeur propre moins 1,5 c'est une valeur propre simple, donc on ne s'y intéresse pas parce qu'on sait quand on a une valeur propre simple, l'espace propre correspondant est automatiquement de dimension 1, parce qu'il y a une dimension au moins 1 parce que c'est une valeur propre, et c'est dimension au plus 1 parce que c'est au plus égal à la multiplicité de la racine. Donc c'est une dimension 1. Et il ne me reste plus qu'à chercher l'espace propre associé à la valeur propre 1 et vérifier qu'il y a bien une dimension n-1. Et pour ça, le rang donné là va nous aider. Donc on va appliquer tout simplement le théorème du rang. Et ça nous donne que la dimension du noyau de U moins identité, donc on applique le théorème du rang à U moins identité de E, ça va être n la dimension de E moins le rang, donc n moins 1. Et donc du coup, on obtient que ça c'est l'espace propre associé à la valeur propre 1, que E1 de U est de dimension n moins 1, et donc on a bien ce qu'on voulait, chaque espace propre est de dimension maximale. Alors si vous ne voulez pas utiliser cet argument des dimensions maximales, vous pouvez tout simplement calculer la somme des dimensions des espaces propres, qui fait bien n qui a dimension de E, qui nous donne la diagonalisabilité aussi. Alors ensuite, on vous demande de démontrer que U carré égale 1,5 de U plus identité de E. Donc pour faire ça, on va se placer dans notre base de vecteurs propres. Et dans cette base, U aura pour matrice B qui sera diag de moins 1,5, 1, 1, 1. Alors la base de vecteurs propres, je ne peux pas la prendre tout à fait n'importe comment. Je vais prendre dans cette base-là le premier vecteur qui sera un vecteur propre associé à valeur propre moins 1,5 et les n-1 suivants qui seront des vecteurs propres associés à valeur propre 1 pour avoir bien cet ordre-là. Alors du coup, quand j'ai posé ça, j'obtiens que b carré, ça va être diag de 1 quart 1, 1, 1. Et si je calcule d'un côté, 1,5 de b plus identité, ça me fait 1,5 de ça, donc ça me fait aussi b carré. Je vais retomber sur la même matrice. Donc j'obtiens que la matrice dans ma base B de U carré est égale à la matrice dans ma base B de 1,5 de U plus identité de E. Et on sait que l'application qui a un endomorphisme associé à sa matrice dans une base donnée, c'est un isomorphisme. Donc en particulier c'est injectif. Et comme ces deux endomorphismes ont la même matrice, par injectivité, je vais obtenir que ces deux endomorphismes-là sont égaux. Ensuite, on vous demande de démontrer que pour tout n, un appartient à vec de U identité. Donc on va faire ça par récurrence et vous verrez qu'on va obtenir même un peu plus que l'appartenance. Donc pour ça, on va montrer par récurrence que pour tout n, il existe deux suites alpha n bêta n, telles que un égale alpha un plus bêta alpha n u plus bêta n identité. Alors vous remarquerez que si on obtient cette écriture-là, on a bien démontré que un c'était un multiple de U plus un multiple de l'identité, donc ça appartient avec de U identité. L'intérêt de cette écriture-là, c'est qu'en plus, on connaîtra les coefficients. Combien de U, combien de identité. Donc pour n égale 0, en fait, on obtient U puissance 0 qui vaut
identité. Donc on va prendre alpha 0 égale 0, bêta 0 égale 1, et la relation sera vérifiée. Pour n égale 1, ici on aura u. Donc pour que la relation soit vérifiée, on va prendre alpha 1 égale 1, bêta 1 égale 0. Et donc on a bien HR0, HR1. Et on va maintenant démontrer l'hérédité, donc en supposant que HRN est vérifié. Alors, quand on regarde UN plus 1, c'est UN en U. Donc mon UN, je peux le remplacer par HRN, c'est égal à ça. Je développe, ça fait alpha U au carré plus bêta NU. Alors ce bêta NU ne me dérange pas, parce que je vais obtenir un certain nombre de U, donc tout va bien. C'est ce U carré que je veux faire disparaître. Et pour le faire disparaître, on va utiliser la relation démontrée à la question précédente, cette relation-là. Donc je remplace U au carré par cette quantité-là, et je regroupe les U ensemble et l'identité ensemble, et j'obtiens que ça me fait 1 demi de alpha n plus bêta n U, plus 1 demi de alpha n identité. Et donc ça s'écrit bien sous la forme, alors là le carré est en trop, alpha n plus 1 U plus bêta n plus 1 identité, là c'est pareil, le U il n'y a rien à faire là, en posant alpha n plus 1 égale 1 demi de alpha n plus bêta n, et bêta n plus 1 égale 1 demi de alpha n. Donc attention, ici c'est alpha n plus 1 U plus bêta n plus 1 identité. C'est la forme qu'on voulait obtenir à la fin. Donc ces deux trucs-là sont faux. Donc du coup, par récurrence, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que pour tout n appartenant à n, il existe alpha n bêta n tel que un est écrit sous cette forme-là, donc il appartient bien avec de u identité. Et en plus, on a trouvé alpha 0, bêta 0, 0 et 1, et les relations de récurrence vérifiées par alpha n et bêta n qui me disent que alpha n plus 1 s'écrit sous cette forme-là, bêta n plus 1 s'écrit sous cette forme-là. Du coup, quel était vraiment l'intérêt d'avoir ça? Vous remarquerez que finalement, mon alpha n plus 1, bêta n plus 1, si je l'écris dans une matrice colonne, s'écrit sous la forme A fois alpha n bêta n. En plus, alpha 0, bêta 0, donc si j'écris ma matrice colonne, c'est la matrice 0, 1. Donc par récurrence immédiate, on va pouvoir prouver que alpha n bêta n s'écrit sous la forme A puissance n alpha 0 bêta 0, c'est-à-dire A puissance n 0, 1, ou encore A puissance n x0. Et on retombe comme ça sur la même suite que celle qu'on a étudiée au préalable dans la question 1, dans la question 3. Et du coup, on connaît très bien alpha n bêta n. Donc nous, on a démontré que an x0 converge vers 1 tiers de 2, 1. Donc du coup, chacune des suites coordonnées converge. Donc alpha n va converger vers 2 tiers, la première coordonnée. Bêta n va converger vers 1 tiers, la deuxième coordonnée. Et du coup, j'avais mon un qui s'écrivait sous cette forme-là. Je vais faire de la convergence aussi coordonnée par coordonnée, parce qu'en fait, mon un, j'ai décomposé dans la base U identité de vec de U identité. Et donc, mon un, je fais la convergence coordonnée. La première coordonnée tend vers 2 tiers, la deuxième coordonnée tend vers 1 tiers, et donc mon un tend vers 2 tiers de U plus 1 tiers de identité, ce qu'on appelle P dans l'énoncé. Et on remarque bien, alors bien sûr ici pour faire la convergence coordonnée par coordonnée on avait besoin d'une base, mais on a vu que UN appartient toujours avec de U identité, et donc on se place dans cet espace vectoriel là, et on a une base qui est U identité, et donc on décompose dans cette base là. Bon, enfin, dernière question, on vous demande de démontrer que P est un projecteur. Donc là, il y a deux manières de faire. Comme on a trouvé cette expression-là pour P, on peut calculer tout simplement P carré. Donc on développe. Encore une fois, on a du U carré qu'on remplace par un demi de U plus identité, toujours la même relation qu'on avait prouvée dans la question 4b. Et en regroupant, on retombe sur P. Donc comme on a P carré égale P, on a bien un projecteur. Il y a une autre manière de faire cette question-là, sans faire de calcul ou presque, c'est de se rendre compte que P, par définition, c'est la limite de UN, mais c'est aussi la limite de U2N, parce que U2N, c'est une suite extraite de UN. Ce U2N, je peux l'écrire sous la forme UN rond UN. Et je sais que mon UN va tendre vers P, l'autre UN tend aussi vers P. Et donc, comme la composition ici est une application bilinéaire, qu'on est en dimension finie, comme UN tend vers P et UN tend vers P, ce UN rond UN va tendre vers limite du UN rond limite du UN, c'est-à-dire P rond P.